La parade de Thanksgiving à Broadway, c'est la vitrine patriotique de l'Amérique. Une fois par an, elle célèbre ici, dans la plus emblématique de ses métropoles, la venue des premiers migrants sur le continent. Dans la foule en liesse, les cris de joie, les rires. Mais le long du cortège, d'autres visages, fermés, aux aguets. New York est en état de siège. Ses officiers de police sont en guerre. Plus jamais leur ville ne doit être attaquée. Et la parade, comme tout grand rassemblement, est une brèche dans leur rempart. L'Amérique ne doit pas être agressée le jour où elle honore ses fondateurs. Alors, pour se protéger, New York s'est doté d'une armée. Plus question de laisser la défense de la ville au FBI ou à la CIA. Ce jour-là, dans la rue, les légions sont en bleu. De simples flics transformés en sentinelles. Le général en chef est sur le terrain, au milieu de ses hommes. Raymond Kelly, l'architecte, l'homme qui a révolutionné la police new-yorkaise. Cette guerre va continuer longtemps, très longtemps. Le commissionnaire Kelly, chef suprême de la police de New York depuis 2002, ancien officier du corps des US Marines. Nous aurions dû nous en rendre compte plus tôt. Il y a une guerre contre le terrorisme parce qu'il est clair qu'ils veulent venir ici pour nous détruire et tuer des Américains. En fait, de tout point de vue, nous sommes en guerre contre eux. Oui, nous sommes en guerre. Il est 6h30 du matin à Manhattan. L'inspecteur Vincent Giordano lance ses hommes à l'assaut de la ville. Vincent Giordano est le responsable des officiers en uniforme pour l'antiterrorisme. Il contrôle l'opération Surge, un déploiement spectaculaire de 75 voitures de patrouille aux quatre coins de la métropole. L'opération est quotidienne. L'idée est d'occuper l'espace, de poser des questions au public, de créer des liens avec les sociétés de sécurité privées. La police de New York envoie un message. Nous sommes ici chez nous. Les terroristes ne sont pas les bienvenus. Les terroristes sont en ville. Ils élaborent des plans. Ils font du renseignement très poussé pour mener par la suite des attaques meurtrières. Alors nous lançons nos agents sur le terrain pour détecter toute activité éventuelle d'une cellule terroriste. Fournir une présence dissuasive, mais aussi une force de réponse rapide. En cas par exemple de paquets suspects, notre réponse est immédiate. Le Surge, démonstration de force en plein Times Square. Depuis le 11 septembre, les sirènes n'ont plus jamais cessé de hurler. L'effet de surprise est permanent. Le public n'est jamais prévenu, peu importe les embouteillages et le désagrément pour les automobilistes. Le grand patron Ray Kelly a reçu carte blanche.
transformer le NYPD en agence antiterroriste entièrement dévouée à la protection de la ville. Avec une mission supérieure, métamorphoser 35 000 policiers en 35 000 soldats dans la guerre contre la terreur. Bien sûr, il y a cette impression diffuse que la ville a été abandonnée par le gouvernement fédéral. William Finnegan, grand reporter, il couvre l'actualité de la police depuis le 11 septembre. Ils ne nous ont vraiment pas aidés avant le 11 septembre. En partie du fait de l'échec de la CIA, du FBI et d'autres agences fédérales. Alors oui, on ne peut plus parler d'une force de police normale. Ils ont carrément des agents à l'étranger dans de nombreux pays. Ces officiers sont en relation directe avec les forces de l'ordre locales, en Israël, à Interpol à Lyon, au Canada, à Singapour. Et ce, sans rendre le moindre compte aux ambassades américaines ou à Washington. Ils opèrent indépendamment partout dans le monde avec cette mission, non pas militaire, mais je dirais antiterroriste. But this counter-terrorist mission. La guerre contre le terrorisme se gagne sur le terrain du renseignement. La police de New York, post-11 septembre, se serait donc dotée de ses propres espions. Nous avons l'un de nos détectives à Interpol à Lyon. Nous sommes aussi présents à Tel Aviv, Londres, Montréal, Toronto, Singapour, même à Amman, en Jordanie et en République dominicaine. Et nous aurons bientôt un détective en Australie. Leur mission est de nous aider à obtenir de l'info, du renseignement, pour qu'on analyse tout ce qui pourrait de près ou de loin concerner la ville de New York. Pour comprendre le rôle de ces agents hybrides, il faut quitter Manhattan. Le cœur de l'antiterrorisme new-yorkais se trouve dans les bas-fonds de la ville. Interdiction formelle d'en révéler l'adresse exacte. Un bâtiment lambda au milieu des autres. Impossible d'en filmer la façade. Les hommes de Ray Kelly craignent d'en faire une cible prioritaire pour l'ennemi. À l'intérieur, une ruche de spécialistes du terrorisme. Spécialistes depuis peu. Il y a encore quelques années, ces officiers de police combattaient la drogue ou les gangs. Aujourd'hui, ils reçoivent et décryptent les rapports de leurs collègues basés à l'étranger. L'arrivée d'un nouvel acteur dans le monde du renseignement, une police locale équipée de son propre réseau d'agents secrets. Ray Kelly le répète sans cesse, notre ville est unique, elle a droit à une défense spécifique. On scrute le monde entier parce qu'un événement en Syrie, en Jordanie, n'importe où, même en France, pourrait avoir des répercussions ici, dans la ville. Il faut savoir que presque tous les groupes ethniques du monde sont présents à New York, avec une communauté dans le Queens ou à Brooklyn. Alors, des attaques à l'étranger peuvent concerner certains de ces groupes et ils pourraient donc rebondir ici à New York et nous affecter. Nous devons donc être très prudents à cet égard. L'agressivité de la police new-yorkaise est très mal vue par le FBI, par la CIA, par le Pentagone, par Washington en général. C'est évident. Par exemple, lorsque la police new-yorkaise a envoyé l'un de ses hommes en Israël, le FBI s'y est formellement opposé. Ils ont dit « ce n'est pas possible ces mecs qui opèrent en dehors des canaux officiels, juste des flics qui travaillent, qui bossent avec d'autres flics ». Et Kelly a occupé des fonctions de la plus haute importance à Washington sous l'administration Clinton. Il a vraiment une expérience internationale. Tout cela, évidemment, lui confère l'aura et la force de dire « je vais le faire » et point final. Et en l'état actuel, notamment aussi du fait du 11 septembre, personne à Washington n'a les tripes de lui faire face et de lui dire non. Alors il continue de faire exactement ce qu'il a envie de faire.
Federal Plaza, l'immeuble des fédéraux transformé en bunker. Avant le 11 septembre, le cœur de l'antiterrorisme. Aujourd'hui, la police de New York empiète sur le territoire de cet homme. La police excelle dans sa façon de protéger la ville, enfin la protection physique de la ville. Tim Herlocker, agent spécial du FBI, patron de l'antiterrorisme, responsable de New York et de sa région. C'est une responsabilité énorme et il l'assume parfaitement. Mais les enquêtes que nous menons visent à empêcher une attaque terroriste avant qu'elle ne se produise. Voilà ce que nous faisons. Et pourtant, la transformation du NYPD, c'est surtout la priorité donnée à l'enquête. Le renseignement à New York et à l'étranger, l'infiltration de milieux fondamentalistes, la vigilance inégalée aux États-Unis, avec en toile de fond cette défiance permanente vis-à-vis de Washington. Vous avez sûrement déjà entendu parler du système de couleurs du gouvernement fédéral. Il va de bleu à rouge en fonction du risque d'attaque terroriste. Et en général, il est dans le jaune, risque moyen. Nous ne sommes jamais redescendus en dessous de la couleur orange depuis le 11 septembre. Nous pensons que nous sommes toujours la cible numéro 1. Attendez, ce système ne concerne que New York. Oui, voilà, c'est le nôtre, juste pour la ville. Différent de l'échelle de risque nationale, c'est bien ça? Oui, c'est très différent. On n'est quasiment jamais sorti de l'alerte maximale. Nos enquêtes, ici à New York, indiquent qu'il y a toujours une activité terroriste inquiétante en ville. Que ce soit des menaces étrangères ou intérieures. En août 2004, nous avons par exemple arrêté 2 individus du quartier de Staten Island. Ils préparaient une attaque à l'explosif dans le métro de Manhattan. Alors croyez-moi, la menace est toujours bien réelle. L'un des 2 hommes a été jugé coupable de conspiration terroriste il y a quelques semaines. Il planifiait de faire exploser une rame du métro new-yorkais. Conséquence, il risque la perpétuité. Sa peine sera prononcée en octobre prochain. Aucune agence fédérale n'était impliquée dans cette enquête. C'est donc une réussite pour la police de New York et pour son chef, Ray Kelly. L'infiltration d'un détective et d'un informateur d'origine égyptienne pendant plus d'1 an a permis l'arrestation de ce fondamentaliste avant qu'il n'agisse. Le problème, l'informateur aurait pendant tout ce temps encouragé le terroriste en herbe à passer à l'acte. Il y a plein de gens dans la communauté musulmane de New York qui considèrent que la police a tendu un piège à cet individu. Parce que l'informateur, lui, était un homme plus vieux, plus éduqué, et surtout qu'il a influencé ce jeune Pakistanais qui ne serait peut-être pas allé aussi loin s'il n'avait pas été manipulé. Depuis quelques mois, les critiques se font de plus en plus acerbes, notamment sur le dossier épineux du profiling. Le profiling, c'est le contrôle systématique des personnes d'origine moyenne-orientale. Nous sommes à Bay Ridge, le quartier historique de la communauté arabo-américaine de Brooklyn. Une dizaine de pâtés de maison sous haute surveillance. Ces immigrants ont vu leur rêve américain se ternir depuis le 11 septembre. Durcissement des services de l'immigration, contrôle policier quotidien. Certains officiers de la police de New York vivent ici incognito, au cœur de la communauté, jusque dans les mosquées. Ils font un travail très poussé d'infiltration, surtout dans les communautés musulmanes. Et évidemment, c'est très sensible. Les gens ne veulent pas de flics dans les mosquées en train de prendre des notes ou bien de faire des enregistrements. Mais la police de New York fait ce qu'elle juge nécessaire dans les limites de la loi. Les limites de la loi, le NYPD les dépasse peut-être parfois. C'est en tout cas le sentiment majoritairement partagé ici. Tariq est d'origine palestinienne.
Cet Américain vit à Bay Ridge depuis 18 ans. Ne serait-ce que ce mois-ci, dit-il, j'ai été contrôlé 2 fois. Tariq, suspect d'office. C'était un flic habillé en civil. Et il a vu un truc écrit en arabe sur mon sac. Il m'a alors demandé de l'ouvrir, ce que j'ai fait. Il est venu et il m'a demandé d'ouvrir my bag. Et je lui ai demandé quel était le problème. Là, il m'a dit, c'est juste un contrôle de routine. Ce à quoi j'ai répondu, alors pourquoi vous ne contrôlez pas les autres personnes? Il m'a rétorqué, parce que vous avez l'air suspect. Ah ok, j'ai l'air suspect. Et vous vous êtes senti comment là? Comme un moins que rien. Le drapeau américain planté sur le trottoir tous les 50 mètres. Dans ce quartier plus qu'ailleurs, on doit prouver son allégeance, comme en guise de bonne foi. Le salon de thé habituel de Tariq, en plein cœur de Bay Ridge, le rendez-vous des hommes de la communauté. Le patron est d'origine libanaise, il ne fera aucun commentaire pour ne pas attirer l'attention de la police. Tariq, lui, n'a pas peur de parler. S'il nous a emmenés ici, c'est pour nous montrer cette affiche. Quand je vois ça, j'ai l'impression que tous les Arabes sont considérés comme des criminels. Je suppose qu'ils essaient de sécuriser le pays contre de mauvaises personnes. Je ne vois pas cette affichette ailleurs. S'il y en avait partout, ça irait. Comme on est dans un café arabe, c'est comme s'ils nous montraient du doigt. Si on remarque quelqu'un de mal intentionné qui veut nuire à ce pays ou à n'importe quel autre pays dans le monde, eh bien oui, nous appellerons ce numéro. On veut aider. On ne veut pas détruire l'Amérique. On veut aider. Nous ne sommes pas ceux qu'ils croient. Cette affiche, c'est le mode d'emploi du profiling. La police a commencé par l'apposer dans les quartiers arabes, puis plus récemment partout dans New York. Ce matin-là, les détectives Pereira et Jackson arrivent sur la 7e avenue à Manhattan. Nom de code de l'opération, Nexus. Police de New York, division renseignement. Il faut qu'on vous parle de l'opération Nexus. On vous a amené cette petite affiche avec notre numéro de téléphone. Vous devez nous appeler si vous remarquez quoi que ce soit ou qui que ce soit de suspect ou d'inhabituel. En fait, tout ce qui sort de l'ordinaire, appelez-nous. Sur l'affichette, une liste d'indicateurs censés attirer l'attention des commerçants. L'âge, le sexe et aussi la race d'un éventuel client suspect. Les magasins ciblés par le programme Nexus ne sont pas choisis au hasard. Le NYPD vise des commerces sensibles, par exemple l'électronique, la location de véhicules, les substances chimiques industrielles. En fait, tous les produits qui, de près ou de loin, pourraient servir une cause terroriste. On s'intéresse à 63 catégories de magasins. Depuis 2002, nous avons déjà sensibilisé 30 000 commerçants. Nos équipes de détectives quadrillent la ville. Elles visitent au moins 15 endroits, et ça, tous les jours. Le quadrillage NYPD, toile d'araignée tissée aux 4 coins de la ville. La guerre se mène sur plusieurs fronts, avec des cibles stratégiques qu'il faut défendre à tout prix. Au premier rang desquels, le métro de New York. L'une des choses que j'aime en patrouille, c'est donner l'exemple. On montre à nos hommes ce qu'on attend d'eux, alors nous les gradés, on vient sur le terrain et on le fait. Vincent DeMarino, le patron de la défense du métro de New York, en mission antiterroriste, comme chaque jour, avec ses hommes. On les guide, on leur montre, on les coach, on les entraîne. Alors concrètement, vous faites quoi? On se déploie dans le métro et on veut s'assurer que tout le monde comprend pourquoi. La clé,
c'est une bonne interaction avec le public. On rappelle toujours à nos hommes que le public, c'est nos oreilles et nos yeux. Il faut qu'ils nous fassent confiance. S'ils voient quelque chose, il faut qu'ils aient le réflexe de venir nous voir. Salut les gars. Langage universel. Comment ça va? Ça va les gars? On a de très nombreuses stratégies dans le NYPD pour combattre le terrorisme. Voici l'une d'entre elles. Ceci est une vérification quotidienne dans le métro. Nos agents ont pris position sur l'ensemble du quai, les portes s'ouvrent et chaque wagon est contrôlé par au moins un agent. Nos hommes passent la tête, un gradé parle au conducteur. Tout va bien? Rien de spécial? Le conducteur explique dans les haut-parleurs du train ce qui se passe. Mesdames, messieurs, la police contrôle ce train. S'il vous plaît, dites-leur si vous avez remarqué quoi que ce soit. Qu'est-ce que vos hommes cherchent exactement? Tout ce qui sort de l'ordinaire. Vous savez, nous leur donnons beaucoup d'entraînement antiterroriste. On leur a appris à remarquer les comportements suspects. Cela peut passer par un geste, une parole ou même une apparence vestimentaire. Ils sont entraînés à repérer tous ces indices. Tout cela prend moins d'une minute. Nos agents se reculent, le gradé donne son feu vert et le métro repart. Les passagers du métro de New York sont donc observés à la loupe. Leur façon de marcher, de parler et même leurs vêtements. Avec le traumatisme du 11 septembre qui s'estompe au fil des ans, cette surveillance est de plus en plus difficile à accepter par des New-Yorkais jaloux de leur liberté. Nos valeurs sont celles de la démocratie. Nous croyons en notre Constitution et dans les droits de l'homme. Alors nous allons nous tenir à ces valeurs et à ces règles qui rendent la lutte antiterroriste plus compliquée, mais ces valeurs, c'est notre pays. Donc, concrètement, cela veut dire que tous vos officiers doivent respecter ces règles. Absolument. Il est fondamental qu'ils se conduisent bien. Nous devons respecter les droits de l'homme, les droits civiques. C'est notre engagement. Voilà comment nous travaillons et voilà comment nous travaillerons à l'avenir. New York, grande ville de liberté, plus que jamais sous surveillance. Ces hélicoptères embarquent plusieurs caméras de précision. Les deux pilotes avaient l'habitude d'apporter un soutien aérien dans la lutte contre le crime. Aujourd'hui, ils consacrent la majorité de leur temps à la surveillance antiterroriste. Les 8 hélicoptères de la police se relaient au-dessus des gratte-ciels. Inlassablement, ils scrutent les cibles potentielles pour compliquer la tâche de l'ennemi. We do that on a daily basis around the clock. We do observations of sensitive locations, bridges, tunnels, power lines, railways, rail yards, etc. And that's done every day of the year. Protecting this city, how important is it to you personally? Well, personally, I was involved in a 9/11 rescue, so it's more personal to me. I live in New York. I'm an American, and I definitely want to defend my country, and it's a job that I enjoy, and I take pride in what I do. Surveillance dans les airs, mais aussi bien sûr dans les rues de la ville.
3000 caméras observent en permanence les allées et venues des New-Yorkais. Des millions d'images analysées chaque jour par la police. Ça, c'est notre centre d'opération d'urgence. En cas de gros problème, tout le monde se réunit ici. C'est une pièce qu'on active en cas de grosse alerte météo, en cas d'attaque terroriste, en tout cas quelque chose de très grave. Toutes les agences, municipales, fédérales ou autres, envoient un représentant et aussi quelqu'un de chaque district de la police de New York. Du coup, j'ai sous la main tous mes hommes, mon aviation, mes hélicoptères, mes bateaux, mes officiers d'élite, mes services d'urgence. Et là, on reçoit et on dispatche toute l'information nécessaire à la gestion d'une crise. C'est ça qui a cruellement manqué le 11 septembre. Coordination des effectifs et regroupement de toute l'information vidéo. Ray Kelly a créé son propre Pentagone. Le problème, 3000 caméras et 8 hélicoptères, c'est loin d'être suffisant pour couvrir toute la ville. Pour l'instant, seules les cibles évidentes sont filmées 24 heures sur 24. On a l'œil sur tous les ponts et les tunnels de New York. Ce sont des cibles crédibles. La zone de Wall Street aussi, Madison Square Garden, la gare de Pennsylvania. En fait, pour bien faire, il faudrait interdire purement et simplement l'accès à ces endroits. Mais nos citoyens ont la liberté de mouvement. C'est impossible, évidemment. Alors on les filme. Le terrorisme, c'est quelque chose de relativement nouveau pour nous. On apprend chaque jour à le combattre. En Israël, en Europe, en Espagne, par exemple, les autorités combattent le terrorisme depuis très longtemps. Nos citoyens ne sont pas prêts à être fouillés à chaque fois qu'ils entrent dans un lieu public. Alors on doit trouver le meilleur moyen de les protéger tout en garantissant leurs droits individuels. Et c'est pas évident. Le NYPD sous le feu de la polémique. La police traînée devant les tribunaux par cet homme, un rescapé du 11 septembre échappé de la tour nord du World Trade Center quelques minutes avant son effondrement. Et aujourd'hui, il attaque Ray Kelly en justice pour violation de ses droits civiques. Normalement, je devrais être de ces Américains qui veulent plus de sécurité, de ceux qui soutiennent le maintien de l'ordre. Et je le suis d'ailleurs. Je veux qu'ils attrapent les méchants. Brendan McQuaid, citoyen new-yorkais, survivant du 11 septembre. Mais je sais aussi que l'antiterrorisme peut se fourvoyer. On peut avoir une motivation juste, des objectifs avec lesquels je suis d'accord, mais les méthodes peuvent être mauvaises et les réponses à la menace peuvent être disproportionnées. La police de Ray Kelly a une angoisse qui surpasse toutes les autres, la bombe dans le métro. Alors depuis l'été 2005, le NYPD a décidé de fouiller les sacs des passagers. Une pratique révolutionnaire au pays des libertés individuelles. Un soir de juillet 2005, un officier de police fouille le sac de Brendan McQuaid. Or aux États-Unis, les effets personnels comme le domicile relèvent de la vie privée. Nos droits sont bafoués sans qu'on ait plus de sécurité. Comme dirait Benjamin Franklin, certains de nos concitoyens semblent prêts à abandonner une part de leur liberté pour une simple impression de sécurité. Mais c'est une illusion. La police utilise d'autres outils bien plus efficaces. Nous avons des chiens renifleurs, des détectives infiltrés qui complètent le travail de la CIA et du FBI pour contrer les cellules terroristes. Mais les fouilles des sacs, avec leurs panneaux, les tables et toutes ces choses visibles, c'est que de la frime. Le maire Bloomberg pensait devoir faire ça après les attentats de Londres. Et ce n'était que quelques semaines avant les élections, qu'il a gagné d'ailleurs, en grande partie sur le thème de la sécurité. Les gens aiment sentir que leurs hommes politiques font quelque chose. Et ça me fait mal de l'admettre, mais les Américains sont très sensibles à la peur. La peur de l'attentat.
Pour rassurer les New-Yorkais, la police opte pour la surenchère en sortant les armes lourdes en plein cœur de Manhattan. Ray Kelly a baptisé ce groupe d'officiers l'unité Hercule, la mythologie grecque, source d'inspiration pour la pièce que joue le NYPD. Casque lourd, fusil mitrailleur d'assaut et même une demi-douzaine de grenades. Équipement comparable à celui des GIs en Irak. Ici, plus question d'enquête ou de renseignement, juste l'étalage de la force. Pour impressionner, pour dissuader et éventuellement pour réagir. À la tête de l'escouade, Abad Nieves. Officier en civil, il coordonne les forces Hercule dans Manhattan. L'équipement lourd, c'est juste pour être prêt. Nous devons faire face à toute éventualité. Par exemple ? Faire face, c'est tout. Je n'ai pas à vous donner d'exemple. Nous sommes prêts, point final. Si on a besoin des armes lourdes, on les a. Et vous croyez vraiment que c'est utile ? On ne sait jamais. Mieux vaut les avoir et ne pas s'en servir que de ne pas les avoir le jour venu. Ce matin-là, les forces Hercule sont positionnées downtown devant des immeubles de bureaux. Première étape de leur journée, car le but est de couvrir un maximum de cibles potentielles. Imaginez que quelqu'un soit en train d'observer cet endroit alors que nous nous déployons. Ils voient nos hommes lourdement armés, eh bien ça peut les inciter à aller observer un autre lieu. C'est pourquoi nous nous déployons à différents endroits et nous maintenons un mouvement permanent de nos troupes Hercule. Le but est de surprendre l'ennemi. D'ailleurs, moi-même, je ne connais notre parcours que le matin de l'opération. Ils ont attrapé un type. C'était un militant d'Al-Qaïda qui avait été entraîné en Afghanistan. Et il effectuait une surveillance sur le pont de Brooklyn. Il essayait de trouver le meilleur moyen de détruire le pont. Évidemment, la police de New York sait bien que le Brooklyn Bridge est très vulnérable. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a déployé des forces très nombreuses sur le pont et tout autour. Et le type d'Al-Qaïda a finalement envoyé un message à ses chefs, un message qui était clair, qui disait « Il fait trop chaud ». Ce qui voulait dire « Les flics sont partout, je ne peux rien faire ». Ils ont fini par l'arrêter. C'était en novembre 2005. 3 explosions simultanées à Amman, la capitale jordanienne, prise pour cible par les terroristes. 3 hôtels subissent l'assaut de plusieurs kamikazes avec ceinture d'explosifs. 57 morts et 300 blessés. Répercussion immédiate à New York. Le contre-terrorisme reçoit l'info et moins d'1 heure plus tard, Hercule est déployé devant les grands hôtels de Manhattan. Stupéfaction du public. La démonstration de force est si soudaine que les New-Yorkais s'inquiètent. Alors, dès le lendemain matin, le patron de la ville entre en scène. Les gens respectent le travail du département de la police new-yorkaise. Le maire Michael Bloomberg, le seul homme à qui Ray Kelly et sa police rendent des comptes. Ici, le public se sent en sécurité et je crois que personne n'a l'intention de reporter son voyage à New York. Nous vivons malheureusement dans un monde où le terrorisme existe, mais pour être le plus en sécurité, le mieux, c'est d'être à New York. Mon message aujourd'hui, c'est continuer à vivre et laisser les questions de sécurité aux professionnels. Le déploiement Hercule est une précaution normale. N'oubliez pas que nous avons un détective à Amman en Jordanie et il n'a cessé de faire des rapports au département de la police sur le mode opératoire de ces attaques. C'est pourquoi nos procédures sont les plus appropriées. Michael Bloomberg et la police de Ray Kelly. Une nouvelle vision de l'antiterrorisme. Le souci constant de réagir le plus vite possible. Le NYPD veut toujours un coup d'avance dans la partie d'échecs qui l'oppose aux terroristes.
Prenez l'exemple des attentats de Londres ou de Madrid. Notre façon de défendre le métro de New York va changer presque instantanément en fonction du mode opératoire de ces attaques à l'étranger. Et la police veut réagir avant le début de l'heure de pointe, en profitant du décalage horaire. N'oubliez pas que nous avons 6 millions de voyageurs dans le métro chaque jour. Le NYPD veut changer de tactique pour contrer ce qui vient de se produire à l'étranger. Il faut que ça aille vite. Très vite. Et vous ne pouvez pas faire ça, vous ? Oui, mais pas pour protéger une ville en particulier, surtout avec la rapidité de la police de New York. Certains endroits ultra-sensibles sont couverts en permanence par les forces Hercule. C'est le cas de la bourse de New York à Wall Street. La police envisage très sérieusement d'ouvrir le feu en pleine ville. Ces M16 sont chargés et les New-Yorkais le savent. En cas d'attaque, les forces Hercule ont pour ordre de tirer pour tuer. Voici Noam Ohana, ex-soldat d'élite des forces spéciales de l'armée israélienne. Pendant la deuxième intifada, il était chargé d'opérations militaires d'antiterrorisme en Cisjordanie. Aujourd'hui, il est expert en matière de sécurité auprès du consulat d'Israël à New York. Il faut insister sur le fait que c'est largement dissuasif. C'est-à-dire que NYPD a très vite compris, après le 11 septembre, qu'il y avait une différence fondamentale entre la sécurité et la perception de sécurité. Les New-Yorkais avaient besoin d'être rassurés. Et Hercule est venu aussi donner l'impression aux New-Yorkais au quotidien que NYPD était là, lourdement armé. C'est un élément fondamental parce qu'il est très difficile d'imaginer que dans une foule comme celle-ci, des hommes pourraient ouvrir le feu au M16 pour neutraliser d'éventuels terroristes. Il y a très peu d'unités au monde qui sont capables de faire ça. Et avec tout le respect qu'on doit à NYPD, il est improbable que tous ces hommes soient formés pour ce type d'intervention. C'est sûr que ces gens prêts à mourir pour leur cause constituent un problème unique pour nous. Notre ennemi est redoutable. Nous savons que ces gens sont patients, rusés, intelligents. Nous en avons conscience. Mais nous avons déjà fait beaucoup pour protéger la ville, même si nous savons qu'il n'y a pas de garantie. Nous faisons tout notre possible pour protéger New York. Les agents en poste à l'étranger, la surveillance permanente, le quadrillage du ciel, 35 000 hommes, un service de renseignement digne de celui d'un État et l'étalage des armes lourdes partout dans les rues. Les grands moyens coûtent cher et Washington n'a jamais eu l'intention de payer. En 2002, New York part à l'assaut du Congrès. Nous avons l'intention de transformer notre police en armée. Il nous faut 200 millions de dollars chaque année. La réponse de l'administration Bush, hors de question. C'est trop cher. Les dépenses locales relèvent du budget local. Les élus ne pensent qu'à leur propre circonscription. Et c'est un problème. Nous qui vivons ici, nous pensons que tout l'argent devrait être alloué à New York, évidemment. Bizarrement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Les députés à Washington veulent que l'argent fédéral aille dans leur État d'origine. Mais notre argument, c'est qu'une attaque à New York a non seulement des conséquences partout aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Nous pensons donc qu'un pourcentage beaucoup plus large de ressources devrait être alloué à New York. Si vous prenez par exemple le Wyoming, qui est un État de l'Ouest parmi les moins peuplés et les moins menacés. Il n'y a pratiquement personne au Wyoming. Enfin, il y a des gens, mais bon, ils ne sont vraiment pas très nombreux. Eh bien, ils reçoivent plus de 37 $ par habitant cette année, en provenance du ministère de l'Intérieur. C'est exactement la même chose au Dakota du Nord, 30 $ par habitant dans un État qui est quasiment désert.
Rendez-vous compte, New York City a reçu $5. Enfin, l'État de New York a reçu $5 par habitant cette année. C'est une affaire qui est complètement politique. Alors, ça s'explique par un Congrès qui est républicain, opposé au Parti démocrate, Dick Cheney et du Wyoming. Enfin, il y a de nombreuses raisons politiques qui expliquent cela. Mais clairement, tout le monde ici à New York est très mécontent à cause de tout ça. Nous sommes la cible numéro 1 et pourtant nous n'obtenons qu'un montant ridicule des dépenses fédérales. Hudson River, à bord du Harbour Charlie, l'une des vedettes rapides de la police. William Chartier est un sauveteur en mer, officier de police de l'unité marine depuis 14 ans. Sa mission a toujours été d'empêcher les naufrages ou les noyades. Pour lui aussi, tout a changé un 11 septembre 2001. Nous avons un MP5, c'est une arme semi-automatique de haute puissance. Nous avons aussi à bord un fusil de sniper de gros calibre, un M14, et aussi un fusil à pompe 12 coups. Toutes ces armes sont à bord, et Dieu nous préserve d'avoir à nous en servir. C'est pour contrer une attaque, un bateau suspect lourdement armé par exemple. Alors nous sommes capables de faire face et de détruire la menace. Alors très concrètement, dans quel cas seriez-vous amené à utiliser ces armes lourdes ? Par exemple, nous escortons très souvent le ferry Queen Mary 2 ou n'importe quel ferry de transport de passagers qui quitte quotidiennement le port de New York. Dieu nous en préserve, mais si un bateau suicide bourré d'explosifs s'approchait, nous serions capables de stopper cette menace avant qu'elle ne touche le ferry. Les abattre. Oui, pour les abattre, absolument. Harbour Charlie sonde les eaux lourdes autour de Manhattan, avec un passage obligé 2 fois par jour, sous l'un des symboles de New York, sous une cible potentielle, le Brooklyn Bridge, objectif de choix pour une organisation terroriste. Une de nos vedettes est postée sous le pont de Brooklyn toute la journée. Et nous aussi, nous patrouillons ici très souvent. Ce pont est une priorité pour nous. Nous le vérifions au moins 2 fois par jour. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des centaines de milles de côtes à protéger. Notre périmètre d'action est immense. Harbour Charlie patrouille jusqu'au pont George Washington, celui de Manhattan, de Williamsburg, et puis il y a les 3 ponts qui rejoignent Staten Island. Alors nous avons beaucoup de travail. Et vous croyez vraiment qu'une attaque par bateau est crédible ? Depuis le 11 septembre, tout est possible. Et par bateau, c'est encore plus probable parce que le port est tellement à découvert. Alors je crois que nous sommes la première ligne de défense. Le port de New York, c'est 5000 navires étrangers chaque année. Des centaines de milliers de containers qui entrent et sortent des États-Unis, scannés par les caméras thermiques aéroportées et par les compteurs Geiger d'Harbour Charlie. Les containers là-haut, est-ce qu'ils vous inquiètent ? Les bateaux de containers, nous en avons des centaines et des centaines comme celui-ci. Ils nous inquiètent surtout quand ils viennent du Moyen-Orient, comme ce bâtiment-là. Alors on s'en approche et on les scanne avec nos détecteurs de radiation. Et si on découvre un niveau élevé de radiation, on mettra en œuvre la procédure d'abordage. Vous savez, le trafic maritime est excessivement dense. C'est New York, la capitale financière du monde. Et après le 11 septembre, on n'a qu'une crainte, c'est la bombe sale. L'angoisse de la bombe sale peut être le pire cauchemar du NYPD. William confie sa lassitude. Les choses étaient plus simples avant le 11 septembre. Nous sauvions les gens puis nous rentrions chez nous. Avec ces nouvelles menaces, il nous arrive de nous sentir démunis, même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir.
L'ennemi peut attaquer à l'arme chimique, qu'à cela ne tienne. Le plus important pour Ray Kelly, montrer au monde que rien ne peut arrêter la police de New York. Alors il a accroché un nouvel équipement à la ceinture des 35 000 hommes du NYPD, le masque à gaz. Tous les officiers en uniforme, sans exception, les sergents, les lieutenants et même les agents de circulation en sont dotés. Depuis 2002, le masque à gaz fait partie de la panoplie standard, comme le revolver ou les menottes. Exemple à Coney Island, à quelques kilomètres du centre de Manhattan. Comme chaque jour, l'officier Michael Savallo est en patrouille. Opération de routine, maintien de l'ordre classique du policier en uniforme. En cas d'incident, on doit le sortir, le déplier le plus rapidement possible, l'écarter, on ouvre le trou, on le met sur la tête. Pour ça, il faut bien sûr enlever sa casquette et on l'enfile. On l'ajuste bien comme il faut. Et là, on peut secourir les gens pendant un certain temps. Et ça vous protégerait contre quoi exactement? La plupart des attaques biologiques, radiologiques, bactériologiques ou chimiques, c'est multiprotecteur. C'est pour la réaction d'urgence, mais ça ne protège que pendant un temps réduit. Étape par étape, pour faire bien les choses. Il vaut mieux faire les choses correctement que rapidement. Il vous faudra par la suite revêtir cet équipement très vite, mais pour l'instant, vous devez apprendre à bien le faire. L'ordre de chaque geste est important. Tous les officiers du NYPD passent par cet entraînement. Tout le monde apprend de la même manière. Le projet de Ray Kelly va très loin. La gestion de zones contaminées après une attaque bactériologique a toujours été du ressort de l'armée. Plus maintenant. Ces hommes ne sont ni des soldats ni des agents fédéraux. En fait, ce ne sont même pas encore des policiers. Ce sont des cadets de l'Académie de police de New York. Ils suivent le programme Cobra de réaction rapide en cas d'attaque à l'arme chimique. En 2001, l'antiterrorisme était quasiment absent des cours dispensés ici. Aujourd'hui, presque toutes les leçons abordent le terrorisme d'une manière ou d'une autre. Ces cadets seront des officiers en uniforme dans quelques mois. Et ils seront théoriquement capables de revêtir une combinaison antibactériologique en un temps record. Le terrorisme marche mieux sur des gens mal préparés, quand ça pète et que les choses deviennent chaotiques. C'est ce qui s'est passé ici le 11 septembre, à Madrid le 11 mars et à Londres plus récemment. Plus on est préparé, plus les chances de réussite des terroristes sont minces. Le rêve de Ray Kelly, une armée de 35 000 hommes capables de réagir à toutes les menaces. Idée séduisante mais difficile à mettre en œuvre. Le volontarisme de la police new-yorkaise est-il suffisant pour vaincre le terrorisme? J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Et je peux vous dire que j'ai bien étudié la question. Et au bout du compte, je suis à la fois impressionné par leur sérieux, leur imagination et tous les efforts qu'ils déploient dans cette lutte antiterroriste. Mais en même temps, on se rend bien compte que tout ça est assez dérisoire, que c'est impossible de créer un système qui serait complètement infaillible et qui empêcherait toute nouvelle attaque. Ça, c'est absolument impossible. Et en ce sens, eh bien, je ne me sens pas plus en sécurité qu'avant. Mais je suis vraiment content qu'ils aient enfin pris les choses en main. New York a toujours été à part. Mégalopole unique au monde. Le 11 septembre n'était pas qu'une attaque contre l'Amérique, mais aussi une déclaration de guerre à la ville de New York. Avec cette certitude, l'ennemi frappera à nouveau. Car le monde n'a qu'une capitale, alors elle doit se montrer prête à riposter seule, sans aide. C'est la grande réussite de Ray Kelly. Une réussite de communication. Le NYPD, avec son étalage de grands moyens, est en fait un message.
le message le plus bruyant possible. New York sait se défendre, le monde libre peut être rassuré.